Alors, donc, au cours de cette vidéo, je ne vais pas vous demander de tout noter, d'accord? Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. Donc voilà, je vais vous demander de tout écouter, par contre, de noter le plan de tout ce qu'il y a sur le PowerPoint, de noter éventuellement ce qui vous intéresse par ce que vous avez particulièrement aimé, enfin, que vous avez particulièrement trouvé intéressant, et surtout de répondre aux 7 questions suivantes. D'accord? Ça vous donnera l'occasion de vraiment reformuler et voilà, de piocher un petit peu dans le cours. Alors, qu'est-ce que l'anthropomorphisation? D'accord? Donnez deux exemples d'animaux qui connaissent une anthropomorphisation chez La Fontaine. Troisième question, donnez trois exemples d'œuvres, hormis les fables, où il y a une anthropomorphisation. Que peut-on dire des reprises nominales du cormoran dans Le Poisson et le Cormoran? Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo. Qu'est-ce qu'une allégorie? Donnez un exemple d'allégorie chez La Fontaine. Que permet de faire le présent de narration dans Le chat, la belette et le lapin? Et enfin, pourquoi La Fontaine utilise un tétrasyllabe ou le rejet? Dans quel but? Et vous donnerez juste un exemple. Alors, donc, la vidéo commence. Alors, on s'était posé là, on avait vu en fait dans quelle mesure les fables étaient morales, et on avait dit oui, oui, elles sont morales. Et mais si on pousse la logique jusqu'au bout, on aura l'impression que les fables sont un simple manuel d'éducation ou un simple apologue. Qu'est-ce que c'est un apologue? Alors là, pour le coup, il faut noter. Peut-être aussi une question que j'aurais dû donner. Alors, noter donc, apologue, c'est un court récit visant essentiellement à illustrer une leçon de morale. D'accord? Mais les fables sont bien plus, on va voir, qu'une leçon de morale. Alors, effectivement, dans les apologues, les morales, enfin les dénonciations ou les louanges sont très très faciles à voir, avec les fables aussi, mais les fables, on va voir, c'est un objet vraiment littéraire très 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 riche. Alors, effectivement, les fables ne sont pas qu'un simple manuel d'éducation, et donc deuxième partie, les fables sont certes morales, mais doivent aussi plaire. D'accord? Donc on voit que entre la première partie et la deuxième partie, la deuxième partie ne va pas contredire totalement ce que dit la première partie. La deuxième partie vise plutôt à affiner la réflexion et à montrer que la première partie était certes vraie, mais est quand même limitée. D'accord? Donc, effectivement, on va voir on va voir qu'en fait, on va se poser la question dans quelle mesure leur caractère ludique, amusant ou leur richesse littéraire dilue la morale qu'elles sont censées dispenser. D'accord? Ça aussi, vous devez le noter parce que c'est quand même une phrase importante. Dans une dissertation, ce sera très très bien de mettre ça. Et autrement dit, comment on va se poser la question dans quelle mesure une œuvre qui aurait pu être très sérieuse est finalement avant tout drôle, et j'aurais dû rajouter ambigu et ambigu, d'accord? Parce que voilà, une grande œuvre, on le verra avec les autres œuvres qu'on va aborder, une grande œuvre est forcément ambiguë et forcément très riche au niveau des interprétations possibles, d'accord? Alors, on va voir en fait dans une première partie, un petit A, on va s'intéresser au bestiaire, d'accord? Et donc, on va voir que l'anthropomorphisation est omniprésente, d'accord? Alors, petit exemple de l'importance du bestiaire, c'est dans le héron, hein, gardez-vous de bien dédaigner, ce n'est pas au héron que je parle, écoutez humain. Alors là, on voit que en fait, effectivement, La Fontaine dit, ben, j'ai mis en scène un héron, mais évidemment, je ne parle pas du héron, de l'animal, je parle des humains. Et alors, bon, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est l'anthropomorphisation? D'accord? Alors là, à vos stylos, hein. Alors l'anthropomorphisation, c'est alors un mot déjà, anthropomorphisation, qui est composé de deux parties. D'accord? De deux parties. Anthropo, d'accord? L'homme en grec, et morphisation, la forme, d'accord? Donc, anthropomorphisation, c'est le fait de donner des attributs humains à quelque chose qui n'est pas humain, donc enfin à quelque chose ou à un animal, d'accord? Et voilà. Alors évidemment, par exemple, un petit exemple, le lion. Le lion, dans les fables, a toutes les caractéristiques d'un humain et plus précisément du roi. D'accord? Donc il y a une anthropomorphisation du lion. D'accord? Voilà.
D'accord? Alors, aussi, autre phrase issue des fables qui montre que, effectivement, le bestiaire est très important. Alors, le bestiaire, c'est en fait l'ensemble des animaux qui est présent dans une œuvre. Et donc là, dans le dépositaire infidèle, il y a la phrase: Le loup, en langue des dieux, parle aux chiens dans mes ouvrages. Les bêtes, à qui mieux mieux, ils font divers personnages. Les uns fous, les autres sages. Alors on voit effectivement là, il y a une totale anthropomorphisation. Les loups parlent aux chiens, les bêtes sont des personnages et les uns sont fous et les autres sages. Évidemment, un chien, un animal, on aurait du mal à caractériser un chien comme étant fou ou sage. Donc ça aussi, c'est un attribut humain qu'on donne à des animaux. Et effectivement, dans les animaux, dans les fables, il y a énormément de sortes d'animaux. On voit du plus petit, donc la puce, au plus grand, par exemple l'éléphant. Alors donc, on a vu que y avait l'anthropomorphisation était omniprésente, et maintenant on va voir aussi dans quelle mesure La Fontaine s'inscrit dans une riche tradition culturelle et dans quelle mesure aussi il a fondé un héritage. Enfin, il a donné lieu à beaucoup d'autres œuvres qui sont basées sur l'anthropomorphisation. Première œuvre, le roman de Renard, un roman du XIIe siècle dont il y a une illustration ici. Et voilà, donc c'est le roman de Renard, voilà, qui illustre, enfin qui met en scène un renard. Alors le mot renard d'ailleurs est important et intéressant à évoquer. Renard dans le livre, dans le roman là, c'est son prénom, son nom propre. D'accord? C'est le nom propre du personnage. Et à l'époque, on désignait l'animal, le renard, on désignait l'animal sous le nom de goupil. Donc le renard était le nom propre et goupil est le nom commun équivalent du renard. Et ce roman a eu tellement de succès que finalement le nom propre est devenu le nom commun que l'on utilise aujourd'hui couramment. Donc. Et évidemment, petit retour, le renard est ici vraiment le symbole de la ruse. On va voir, c'est une allégorie de la ruse. Alors Walt Disney. Dans Walt Disney aussi, il y a une anthropomorphisation constante. On pense par exemple à La Belle et le Clochard. Voilà, dans ce film, bon, enfin, le chien, et on a donné au chien l'attribut d'un clochard, donc il est vagabond, il est libre, il est un peu de mauvaise famille, voilà. Au contraire, la Belle, elle, bah, elle aussi, on lui a donné des attributs de personne. Alors, c'est-à-dire quelqu'un qui est, enfin, c'est une bourgeoise, une belle, quelqu'un qui est bien né dans une bonne famille. Donc voilà, là aussi, ce sont des attributs humains qu'on a donnés à un chien. Et il y a aussi donc la ferme des animaux, où effectivement, à travers les animaux, George Orwell a dénoncé la société stalinienne, a dénoncé le communisme en URSS. D'accord? Voilà, donc il a mis en scène des animaux et des cochons qui prennent le pouvoir et qui vont en fait agir comme Staline avait agi. Alors, ensuite, on va s'intéresser aussi aux comiques créés par les reprises nominales. D'accord? Donc, on va voir que effectivement, les animaux, et c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Donc, effectivement, les animaux sont identifiés, sont nommés, désignés de diverses manières. D'accord? Donc, premier exemple, dans Les poissons et le cormoran, livre 10, fable 3, donc il y a un cormoran qui est donc un nom commun, c'est un oiseau, un cormoran. Et ensuite, plus tard dans la fable, La Fontaine l'appelle cormoran non propre. Enfin, donc c'est un nom propre. Ensuite, Seigneur Cormoran et enfin Cormoran le bon apôtre. Donc ça, c'est important. Ça montre qu'en fait, il y a une anthropomorphisation au, au sein de la fable. La Fontaine part d'un nom commun, un cormoran, et peu à peu, ce cormoran, il devient humain. En tout cas, on lui donne des attributs humains. D'ailleurs, il a le nom propre, il a une majuscule, cormoran, comme si c'était son nom. Ensuite, il devient même seigneur cormoran, donc en plus, il gravit les les échelons de la société. Alors évidemment, c'est ironique, on va voir. Et ensuite, c'est le cormoran le bon apôtre. Donc on voit qu'il y a une anthropomorphisation
au sein même de la fable. Le cormoran ne commence pas par être un personnage, enfin un personnage humain, il est animal, et ensuite, peu à peu, en quelques lignes, il devient comme un humain. Alors, dans la fable Le chat, la belette et le petit lapin que vous avez vu aujourd'hui, il y a Jeannot Lapin, enfin le lapin qui est appelé Jeannot Lapin, il y a le chat qui est appelé Grippeminot, le bon apôtre, et aussi il est appelé aussi Ramina Grobis. Alors ensuite, il y a aussi des personnages qui ont des titres souvent ironiques. Dans le coche et la mouche, c'est donc dans le livre 7, fable 8, c'est Dame Mouche, d'accord. On l'appelle Dame Mouche. Alors la belette, on l'avait appelée Madame Belette. Alors je me souviens plus là, je crois que c'est le dépositaire infidèle, hein, bon voilà, vous verrez, hein, je crois que c'est ou une autre fable, enfin en tout cas, un léopard qui est appelé Sultan Léopard. Ensuite, il y a aussi dans une fable très drôle en fait, où il y a bon, bref, livre 8, livre 8 fable 12, il y a un cochon qui, voyant qu'il va mourir, qu'il est amené à l'abattoir, crie et tout, et à un moment, il est appelé Dom Pourceau, donc voilà, ça aussi c'est un titre évidemment ironique, parce qu'il s'agit juste d'un cochon, mais quelque part, voilà, de La Fontaine lui dit, bah, c'est pas seulement un cochon, c'est Monsieur Monseigneur Pourceau, hein, d'accord. Voilà, donc bon, là c'est une erreur, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Ok, donc maintenant on va voir que aussi il y a des allégories évocatrices. Alors qu'est-ce que c'est une allégorie? Qu'est-ce que c'est une allégorie? Alors une allégorie, c'est que je vois précisément la définition. Une allégorie, oui, j'ai même pas besoin de la voir, je sais tout. L'allégorie, c'est quand on donne un élément euh, quand on transforme un élément abstrait en un élément concret. D'accord? En gros, la mort, l'allégorie de la mort, ça va être un personnage avec une grande faux, vous voyez, vous savez là. Voilà, mais donc voilà, ça devient concret, sans avoir forcément des attributs humains. Parce que là, on est plus dans la personnification ou dans l'anthropomorphisation. D'accord? Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne saurais pas expliquer la différence entre anthropomorphisation et personnification. J'ai regardé attentivement des livres de figures de style et tout. J'ai pas trouvé d'explication très claire. Donc, c'est pas grave. Si Monsieur Edgar Rosa ne fait pas la différence, ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera pas de faire forcément la différence, hein. Voilà. En plus, personnification, persona, c'est plus du latin, anthropo, c'est plus du grec, donc c'est finalement l'équivalence, sauf qu'il y a une appellation plus grecque et l'autre appellation qui est plus latine. Bon. Alors, donc, l'allégorie, la transformation, la représentation concrète d'un élément abstrait. D'accord? Alors, le lion est l'allégorie de la monarchie absolue. D'accord? Lion, représentation concrète, monarchie absolue, élément abstrait. Le renard est la représentation, alors non pas du courtisan fourbe, parce que là ce serait une personnification. Alors on peut dire que c'est une personnification, mais à ce moment-là, on va personnifier, on avait donné des attributs humains. D'accord? Alors, le renard est l'allégorie de la fourberie, ou de la roublardise, ou de la tromperie. D'accord? Le loup est l'allégorie de la cruauté. Cruauté, élément abstrait. Le loup, élément concret. Les ânes sont l'allégorie de la soumission et de la bêtise. D'accord? Alors, aussi, on voit que chose importante, La Fontaine lie constamment le tempérament aux caractéristiques physiques. C'est ce qu'on appelle, c'est un mot un peu difficile, physiognomonie. Physiognomonie. D'accord? Alors la physiognomonie, c'est, outre le fait que c'est un mot un petit peu horrible à prononcer et à écrire, c'est le fait, la doctrine qui montre, qui pousse à dire que les caractéristiques physiques ressemblent au tempérament. À partir des caractéristiques physiques de quelqu'un, on va dire que cette personne pense ou agit ou de telle façon. Alors évidemment, par exemple, pour La Fontaine, là, il va dire, à travers les caractéristiques du lion, les caractéristiques physiques, on peut comprendre que lui est puissant et dominateur. Voilà. À partir des caractéristiques physiques de l'âne,
on va penser que cet animal est un peu bête, un petit peu soumis, voilà. Donc vraiment, on essaie de lier les caractéristiques physiques au tempérament. Alors, il le fait parce que pour des raisons pratiques, c'est-à-dire qu'en quelques lignes, ou même à l'évocation du mot loup, ben, on comprend effectivement que le personnage que va jouer le loup est quelqu'un de cruel. Voilà, donc c'est vraiment des fins pratiques, hein, parce que finalement, les fables arrivent en quelques lignes à nous dire énormément de choses. Donc là, on voit hein, le lion, enfin un humain qui est, on va dire, qui a les traits d'un lion, par exemple, et on peut penser donc qu'il est dominateur. Alors, cette physiognomonie a donné lieu à des considérations racistes, hein, évidemment. Enfin, c'est pas si évident, mais bon, ça a déjà commencé au 19e siècle, dans les romans de Zola ou de Balzac, où bah, tel personnage avait le front haut ou le front plat ou je ne sais quoi, donc il pensait de telle manière. D'accord. C'était très à la mode à l'époque. Alors ensuite, les doctrines racistes du XXe siècle ont dit bah, telle personne il est noir, alors il pense comme ça, les juifs ont tel ou tel nez, même si ce n'était pas forcément vérifié, évidemment, mais les juifs ont tel ou tel nez, alors il faut ils sont corrompus et il faut les exterminer. Voilà, donc c'était assez basique comme doctrine. Voilà, donc ça c'est vraiment la volonté de lier le tempérament aux caractéristiques physiques. Bon, La Fontaine n'était pas raciste, mais lui c'était vraiment pour des considérations littéraires. Enfin, il n'était pas raciste, bon, à l'époque. Bref. Alors, bah, deuxième partie, hein, une narration dynamique, égayée et efficace. D'accord. On va voir dans une. Alors, on va voir qu'en fait, les récits sont très très dynamiques. En quelques vers, La Fontaine arrive à nous dire énormément de choses de façon vraiment ludique et rapide. D'accord. Donc, on va voir, on va revoir hein, le, le chat, la belette et le lapin. D'accord. Comment il est structuré. Alors, premier temps, le cadre. D'accord. En 7 lignes,